j'attendrais l'addition au restaurant. Tout le monde m'appelait le mari d'essai. Ma femme a annoncé que j'étais le tout premier dossier de son cabinet. Elle m'a dit de signer les papiers et de partir. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai signé, j'ai souri et je suis sorti calmement. Ce qu'elle ignorait, c'est que je finançais son rêve avec 20 millions d'euros de mon propre argent. Et dans les 60 secondes qui allaient suivre, j'étais sur le point de retirer chaque centime sous ses pieds. L'appel téléphonique a commencé avant même que j'atteigne ma voiture. 456 appels manqués. Puis quelqu'un s'est présenté à ma porte et tout ce qu'elle avait construit s'est effondré d'une manière qu'elle n'avait jamais vu venir. Je m'appelle Thierry Delacroix. J'ai 46 ans et depuis 22 ans, je dirige Delacroix Capital Management, une société de capital investissement que j'ai bâtie à partir de rien. J'ai commencé avec 50 000 € empruntés à mon défunt père et je les ai transformés en un portefeuille valant plus de 200 millions d'euros. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je le dis parce que comprendre d'où je viens rend ce qui s'est passé ensuite d'autant plus terrible. Mais avant d'entrer dans les détails de la façon dont j'ai démantelé tout ce que ma femme avait construit, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous auriez fait à ma place. Et si cette histoire résonne en vous, explosez ce bouton j'aime parce que vous êtes sur le point d'entendre comment une sortie silencieuse a détruit un empire entier. J'ai rencontré Valérie Castier lors d'un gala de charité il y a 14 ans. Elle avait 28 ans à l'époque, sortait tout juste de l'école de droit et travaillait comme collaboratrice chez Mercier & Blanc, l'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus prestigieux de Paris. Elle avait cette façon de commander une pièce sans même essayer. Une intelligence vive, un esprit encore plus vif et le genre de confiance qui rendait les associés seniors nerveux. Quand elle a ri à ma blague sur le fait que les avocats d'affaires étaient des professionnels du déclenchement de disputes, j'ai su que j'étais fichu. Notre mariage était tout ce que Valérie voulait. La salle de bal de l'hôtel Georges V, 300 invités, une couverture dans les magazines de luxe parisiens. Elle portait une robe sur mesure qui coûtait plus cher que la plupart des voitures, et je me fichais du prix parce que la voir heureuse valait chaque euro. Nous sommes partis en lune de miel sur la côte amalfitaine, passant 3 semaines à boire du vin et à planifier notre avenir. Elle voulait devenir associée chez Mercier & Blanc dans les 5 ans, puis éventuellement ouvrir son propre cabinet spécialisé dans le contentieux des affaires et les fusions-acquisitions. Je lui ai dit que je la soutiendrais quoi qu'il arrive. Pendant 13 ans, j'ai tenu cette promesse. Valérie travaillait des heures folles. Des semaines de 80 heures étaient la norme pendant la préparation des procès. Les week-ends disparaissaient dans les dossiers et les dépositions. Je ne me plaignais jamais parce que je comprenais l'ambition. Bon sang, j'avais bâti ma propre entreprise à partir de rien avec le même dévouement obsessionnel. Mais vers la 10e année, les choses ont commencé à changer d'une manière que je ne voulais pas admettre. Les nuits tardives devenaient plus tardives. Les voyages d'affaires se multipliaient comme des lapins. Valérie a commencé à prendre des appels dans d'autres pièces, fermant des portes qui restaient habituellement ouvertes. Elle a développé cette habitude de vérifier constamment son téléphone, le posant face contre table sur chaque surface, protégé par une sécurité biométrique qu'elle changeait tous les mois. Quand je lui posais des questions à ce sujet, elle me repoussait avec des explications sur la confidentialité des clients et le secret professionnel. Des réponses parfaitement raisonnables qui semblaient parfaitement fausses. Puis sont venus les changements sociaux. Valérie s'est inscrite à une nouvelle salle de sport très sélecte qui demandait des frais d'adhésion exorbitants et avait des séances d'entraînement à des heures bizarres. Elle a commencé à acheter de la lingerie que je ne la voyais jamais porter, des pièces coûteuses de boutiques de l'avenue Montaigne dont je ne l'avais jamais entendu parler. Son parfum a changé aussi, passant de la senteur florale légère qu'elle portait depuis l'université à quelque chose de plus lourd, plus exotique, le genre qui s'accroche aux vêtements et vous fait vous demander où quelqu'un a passé son temps. Mais le plus gros signal d'alarme a été la façon dont elle parlait de ses plans de carrière. Pendant des années, Valérie avait discuté du partenariat chez Mercier & Blanc comme si c'était son but ultime. Puis soudainement, il y a environ 8 mois, elle a commencé à mentionner le lancement de son propre cabinet. Pas dans un futur lointain comme nous l'avions toujours prévu, mais bientôt. En quelques mois, elle avait des investisseurs alignés, disait-elle. Des bureaux déjà choisis dans le quartier de la Défense. Tout allait vite, trop vite pour quelque chose qu'elle venait soi-disant de commencer à planifier. Je n'ai rien dit parce qu'une partie de moi était curieuse de voir combien de temps elle maintiendrait la mascarade. Et honnêtement, une autre partie de moi calculait déjà les plans d'urgence.
Je n'avais pas construit une entreprise d'investissement prospère en ignorant les signes avant-coureurs ou en espérant que les problèmes se résoudraient d'eux-mêmes. Quand vous voyez de la fumée, vous commencez à chercher le feu. Et quand vous trouvez le feu, vous vous assurez de ne pas être dans le rayon de l'explosion quand tout saute. L'invitation est arrivée 3 semaines avant l'événement. Carton épais, lettrage en relief, le genre d'annonce formelle qui hurle « Nous avons réussi ». Grande soirée d'inauguration de Castier et Associés. Valérie me l'avait remise au petit déjeuner avec ce sourire brillant et plein d'attente. « Thierry, c'est le moment », a-t-elle dit, les yeux brillants d'excitation. « Tout ce vers quoi nous avons travaillé, je veux que tu sois là quand je couperai le ruban de mon propre cabinet. » Notre cabinet, ai-je corrigé doucement. Nous avons construit cela ensemble. Son sourire a vacillé juste une seconde. Bien sûr, notre cabinet. Mais la façon dont elle l'a dit rendait clair dont le nom était sur la porte et dont les contributions elle valorisait réellement. Le matin de la fête, Valérie est partie tôt pour superviser les derniers préparatifs. Elle portait un tailleur Armani bleu marine qui devait coûter 4 000 €. Ses cheveux coiffés dans ce chignon sévère qu'elle utilisait pour les réunions importantes. Elle ressemblait en tout point à l'avocate à succès sur le point de lancer son propre cabinet. Ce à quoi elle ne ressemblait pas, c'était une femme reconnaissante envers l'homme qui avait rendu tout cela possible. Voyez-vous, voici ce que Valérie ignorait que je savais. Il y a environ 6 mois, quand elle était venue me voir avec son plan d'affaires pour Castier et Associés, demandant du capital d'investissement pour lancer le cabinet, j'avais fait mes vérifications préalables, non seulement sur son modèle d'affaires, qui était solide, ou sa liste de clients potentiels, qui était impressionnante, mais sur ses motivations. Et ce que j'ai trouvé était intéressant. Valérie avait une liaison avec Nicolas Cross, un associé gérant chez Mercier & Blanc, depuis environ 18 mois. Nicolas avait 52 ans, était marié avec 3 enfants, et avait apparemment un faible pour les jeunes collaboratrices ambitieuses qui lui rappelaient ses jours de gloire. La liaison avait commencé lors d'une affaire de fusion sur laquelle ils avaient travaillé ensemble. Beaucoup de nuits tardives dans des salles de conférence qui menaient à des chambres d'hôtel dans des villes où personne ne connaissait leur nom. Je savais pour Nicolas parce que je payais des gens pour savoir des choses. Le détective Raymond Perrault, ancien de la police judiciaire, dirigeait maintenant un cabinet d'enquête privé spécialisé dans le renseignement d'entreprises et, si nécessaire, les affaires personnelles. Ray m'avait tout donné. Reçu d'hôtel, photographies, messages textes récupérés des relevés téléphoniques, et même des enregistrements audio d'un appareil que Valérie avait accidentellement laissé allumer dans sa mallette lors d'un déjeuner particulièrement indiscret. Mais voici la chose qui m'a vraiment eu. Nicolas Cross était l'un des principaux investisseurs de Valérie dans Castier et Associés. Il avait engagé 8 millions d'euros dans sa start-up, de l'argent qu'il tirait d'un fonds fiduciaire familial que son père avait établi, de l'argent dont sa femme ne savait rien. Valérie avait 5 autres millions provenant de divers autres investisseurs, y compris 3 millions de ses parents qui avaient hypothéqué leur maison de retraite pour soutenir le rêve de leur fille. Et puis il y avait ma contribution, 20 millions d'euros. 20 millions que j'avais virés sur le compte professionnel de Castier et Associés sur une période de 6 mois, structuré comme une série d'investissements et de prêts qui faisaient de moi l'actionnaire majoritaire du cabinet. Valérie avait les papiers montrant mon investissement. Mais ce qu'elle n'avait pas, c'était la documentation complète montrant que chaque euro pouvait être rappelé dans les 24 heures si certaines conditions n'étaient pas remplies. Des conditions que j'avais enterrées dans les petits caractères que l'excitation de Valérie lui avait fait sauter lors de la signature. Ces conditions étaient simples. L'investissement dépendait du maintien de notre mariage et du fait que Valérie ne s'engageait dans aucune activité constituant un manquement à l'obligation fiduciaire ou contractuelle envers l'actionnaire principal du cabinet, à savoir moi. L'adultère, selon la définition légale que j'avais fait rédiger par mes avocats, constituait absolument un tel manquement. Valérie pensait être si intelligente, me faisant financer son rêve pendant qu'elle planifiait son évasion avec Nicolas. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais 3 coups d'avance sur elle depuis des mois, construisant un piège si parfait qu'elle ne le verrait pas avant qu'il ne se soit déjà refermé. La fête était à l'hôtel Georges V, évidemment. Valérie avait loué leur plus grande salle de réception pour la soirée, la même salle où nous avions célébré notre 5e anniversaire de mariage. L'ironie ne m'a pas échappé. Je suis arrivé exactement à l'heure, 19h02, portant le costume Tom Ford que Valérie m'avait acheté pour les grandes occasions. Si je devais regarder mon mariage se terminer, j'allais avoir une allure impeccable en le faisant. Au moment où j'ai franchi les portes de cette salle de bal, j'ai su que quelque chose clochait.
L'énergie dans la pièce a changé comme si quelqu'un avait changé de chaîne. Les conversations se sont arrêtées au milieu des phrases. Les gens se sont tournés pour me regarder avec des expressions allant de la pitié à l'amusement, jusqu'à la moquerie pure et simple. Et puis quelqu'un près de l'estrade du bar a chuchoté juste assez fort pour que j'entende, le mari d'essai est là. Les rires ont commencé doucement, juste quelques gloussements du groupe le plus proche de moi. Mais ils se sont répandus dans la pièce comme des ondulations dans un étang, devenant plus forts et plus confiants à mesure que les gens réalisaient que j'avais entendu le commentaire. Mari d'essai. Comme si j'étais un modèle d'entraînement que Valérie avait utilisé avant de passer à la vraie chose. Je suis resté là dans l'entrée, absorbant l'atmosphère. Les collègues de Valérie de chez Mercier et Blanc étaient éparpillés dans la pièce, costumes coûteux et sourires étudiés. Tous dans le coup d'une blague dont j'étais apparemment la chute. Les parents de Valérie se tenaient près de la fontaine à champagne, l'air mal à l'aise mais pas surpris. Et là, près du devant de la salle, sur une petite estrade où Valérie devait prononcer son discours d'ouverture, se trouvait Nicolas Cross, debout à côté de ma femme avec le genre de posture possessive qui rendait tout parfaitement clair. Valérie m'a vu alors. Nos yeux se sont croisés à travers la salle bondée, et pendant un moment, juste un moment, j'ai vu quelque chose vaciller dans son expression. De la culpabilité peut-être, ou du regret, ou peut-être juste de l'irritation que je sois réellement venu. Puis son visage s'est durci dans un détachement professionnel, et elle a chuchoté quelque chose à Nicolas, qui a souri et hoché la tête. « Thierry, si content que tu aies pu venir, » a dit Valérie, sa voix portant à travers la pièce maintenant silencieuse. Elle est descendue de l'estrade avec Nicolas la suivant de près comme un chien obéissant. « Pouvons-nous dire un mot en privé ?» Je les ai suivis dans une petite salle de conférence à l'écart de la salle principale. La porte s'est refermée derrière nous avec un clic doux qui ressemblait à une porte de cellule qui claque. Valérie a sorti une enveloppe de la poche de sa veste, impeccable et blanche, manifestement préparée à l'avance. « Thierry, » a dit Valérie, sa voix prenant ce ton professionnel sec qu'elle utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles aux clients. « Je pense que nous savons tous les deux que ce mariage ne fonctionne plus depuis un certain temps. » Nicolas se tenait près de la fenêtre, ne faisant même pas semblant de cacher sa présence ou son rôle dans ce petit drame. Il me regardait avec quelque chose ressemblant à de la pitié, comme s'il se sentait désolé pour le pauvre idiot qui n'avait rien vu venir. « C'est un lieu intéressant pour des papiers de divorce, » ai-je dit, gardant ma voix neutre. « La soirée d'ouverture de ton cabinet. » Valérie a eu la décence de paraître légèrement mal à l'aise. Je pensais que ce serait efficace. Le premier dossier officiel traité par Castier et Associés est notre divorce. Considère cela comme une déclaration sur l'engagement du cabinet à gérer les situations difficiles avec professionnalisme. Quelle délicatesse, ai-je répondu. Tu transformes notre mariage raté en opportunité marketing. Ne sois pas dramatique, Thierry, a dit Valérie en ouvrant l'enveloppe et en sortant une pile de documents juridiques. Ce sont des papiers de dissolution standard. Partage de la communauté, divorce par consentement mutuel. Propre et simple. J'ai déjà signé. Tout ce dont j'ai besoin est ta signature et nous pourrons tous les deux avancer dans nos vies. J'ai pris les papiers et les ai parcourus rapidement. C'était exactement ce qu'elle disait, un divorce simple avec une distribution équitable des actifs. Valérie garderait Castier et Associés. Je garderais de la Croix Capitale, et nous partagerions tout le reste par la moitié. Sauf que Valérie avait fait une erreur cruciale dans ses calculs. Elle avait évalué la valeur de Castier et Associés à 15 millions d'euros, comptabilisant les investissements qu'elle connaissait de Nicolas, de ses parents et de divers autres bailleurs de fonds. Mais elle avait oublié de comptabiliser correctement ma contribution de 20 millions d'euros. La paperasse montrait mon investissement comme un bien matrimonial standard à partager, plutôt que ce qu'il était réellement, un prêt rappelable avec des exigences de performance spécifiques qu'elle venait de violer. Cela semble assez simple, ai-je dit en sortant un stylo de la poche de ma veste. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Valérie a hoché la tête fermement. C'est ce dont nous avons tous les deux besoin. Tu le sais aussi bien que moi. Nicolas s'est avancé alors, plaçant sa main sur l'épaule de Valérie dans un geste de soutien qui m'a retourné l'estomac. Pour ce que ça vaut, Thierry. Sans rancune. Ces choses arrivent. Valérie et moi n'avions pas prévu que cela se développe ainsi. J'ai regardé Nicolas Cross, cet homme qui avait aidé à détruire mon mariage tout en volant sa propre famille pour financer l'entreprise de ma femme. Bien sûr que vous ne l'avez pas prévu, ai-je dit plaisamment.
Planifier exigerait de réfléchir aux conséquences, et aucun de vous deux ne semble particulièrement doué pour cela. J'ai signé chaque page sans les lire. Des signatures rapides et efficaces qui ont fait s'écarquiller légèrement les yeux de Valérie. Elle s'attendait probablement à ce que je me batte, que j'argumente, que je la supplie de reconsidérer. Au lieu de cela, je lui ai rendu les papiers avec un sourire. C'est fait, ai-je dit. Besoin d'autre chose de ma part? Valérie a remis les papiers dans l'enveloppe, le soulagement évident sur son visage. Non, c'est tout. Tu es le bienvenu pour rester à la fête si tu veux, mais je comprends si tu préfères partir. Je pense que je vais passer mon tour pour la célébration, ai-je répondu en me tournant vers la porte. Mes félicitations pour le nouveau cabinet, Valérie. J'espère que c'est tout ce dont tu as rêvé. Je suis sorti de cette salle de conférence la tête haute et mon téléphone déjà à la main. Derrière moi, je pouvais entendre Valérie et Nicolas parler à voix basse et soulagés. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que je m'étais juste couché et que je leur avais donné tout ce qu'ils voulaient sans me battre. Ils n'avaient aucune idée que le vrai combat ne faisait que commencer et qu'il serait terminé avant même qu'ils ne réalisent qu'ils avaient perdu. Le trajet en Uber jusqu'à mon appartement a pris 15 minutes à travers la circulation parisienne. Pendant ces 15 minutes, j'ai passé 3 appels téléphoniques qui allaient démanteler tout ce que Valérie avait construit. Le premier appel était pour mon avocat, David Servant. David et moi étions amis depuis HEC, et il se spécialisait exactement dans le genre d'options nucléaires que j'étais sur le point de déployer. David, ai-je dit quand il a répondu, exécute le protocole 7. Tous les comptes, tous les investissements, tout ce dont nous avons discuté. Bon sang, Thierry, a répondu David. Mais je pouvais déjà l'entendre taper au clavier. Tu es absolument certain de ça? Elle vient de me remettre les papiers du divorce à la soirée d'ouverture de son cabinet devant Nicolas Cross et la moitié des associés de Mercier et Blanc. Je suis certain. Donne-moi 2 heures, a dit David. Tout sera en mouvement d'ici 22 heures. Le deuxième appel était pour Raymond Perrault, mon détective privé. Ray, il est temps de publier la documentation. Tout ce qu'on a collecté. La femme de Nicolas Cross reçoit le dossier complet en main propre. Le comité d'éthique de Mercier et Blanc reçoit ses copies demain matin et assure-toi que l'ordre des avocats de Paris reçoive son jeu avant la fin de la journée ouvrable. Déjà prêt, a dit Ray. Le coursier se dirige vers la maison de Madame Cross en ce moment même. Les autres paquets seront livrés comme spécifié. Le troisième appel était celui qui ferait le plus mal à Valérie. J'ai composé le numéro de Charles Bertrand, l'associé gérant chez Mercier et Blanc et le supérieur direct de Nicolas Cross. Charles, c'est Thierry Delacroix. Je vous appelle au sujet de Nicolas Cross et de certaines préoccupations concernant sa conduite éthique qui affectent la réputation de votre cabinet. J'ai passé les 10 minutes suivantes à exposer tout ce que je savais sur la liaison de Nicolas avec Valérie, son détournement de fonds fiduciaires pour investir dans son cabinet, et les divers conflits d'intérêts qui avaient émergé de leur relation. J'avais de la documentation, ai-je dit à Charles, et j'étais prêt à la partager avec les autorités compétentes si Mercier et Blanc ne prenaient pas de mesures immédiates. Charles Bertrand était beaucoup de choses, mais stupide n'en faisait pas partie. Il m'a remercié d'avoir porté cela à son attention et m'a assuré que le cabinet mènerait une enquête interne approfondie commençant immédiatement. Traduction, la carrière de Nicolas Cross était finie, et Mercier et Blanc allaient le lâcher si vite qu'il ne comprendrait pas ce qui lui arrive. Au moment où je suis entré dans mon appartement, les dominos tombaient déjà. Je me suis versé 3 doigts de whisky et je me suis installé dans mon fauteuil en cuir avec vue sur la ville. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement, mais je l'ai ignoré. Qu'il panique. Qu'il se démène pour comprendre ce qui se passait. J'avais passé des mois à planifier ce moment, et j'allais en savourer chaque seconde. La première véritable indication que Valérie comprenait l'ampleur de son erreur est arrivée à 21h47. Mon téléphone affichait 127 appels manqués et 2 fois plus de messages textes. La plupart venaient de Valérie, passant de la confusion à la colère, puis à la panique absolue. Les messages racontaient l'histoire de sa soirée s'effondrant en temps réel. 21h03, Thierry, il y a un problème avec les comptes du cabinet. Appelle-moi. 21h15, Thierry, ce n'est pas drôle. Où est passé l'argent? 21h28, Thierry, 20 millions d'euros manquent sur le compte professionnel. Qu'est-ce que tu as fait? 21h35, s'il te plaît, appelle-moi. On doit parler de ça.
Il doit y avoir une erreur. 21h42, Thierry, je t'en prie. Les investisseurs sont là. Ils posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre. J'ai pris une lente gorgée de mon whisky et j'ai continué à lire. La progression était un cas d'école. Le déni cédant la place à la colère, cédant la place à la supplication désespérée. Mais je n'étais plus intéressé par les sentiments de Valérie. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle apprenait que les choix ont des conséquences. Mon téléphone a sonné à nouveau, le visage de Valérie remplissant l'écran. J'ai laissé aller sur la messagerie. Puis un autre appel, cette fois de Nicolas Cross. Messagerie. Puis Valérie encore. Puis sa mère, puis Nicolas encore, puis un numéro que je ne reconnaissais pas, mais que je supposais être quelqu'un de chez Castier et Associés. À 22h07, on a frappé à ma porte. Des coups insistants, urgents, qui résonnaient dans mon appartement. J'ai vérifié le retour de la caméra de sécurité et j'ai vu Valérie debout dans le couloir, toujours dans ce tailleur Armani bleu marine, mais paraissant maintenant décidément moins composée. Ses cheveux s'étaient détachés de son chignon sévère. Le mascara avait coulé sous ses yeux, et elle tenait son téléphone comme une arme. J'ai pris une autre gorgée de whisky et j'ai marché vers la porte, l'ouvrant lentement. « Valérie » ai-je dit agréablement. C'est inattendu. Elle m'a bousculé sans attendre d'invitation, tournoyant dans mon salon avec des yeux fous. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« L'argent, Thierry. »« Où est l'argent ?» J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, croisant les bras. « À quel argent fais-tu référence ? Ne joue pas à ça avec moi. 20 millions d'euros ont disparu du compte de Castier et Associés. La banque dit que c'était un virement autorisé par l'actionnaire principal. C'est toi, Thierry. Tu as retiré l'investissement entier. Je suis passé devant elle pour remplir mon verre, prenant mon temps. Ah oui ? Cela ressemble à quelque chose dont je pourrais me souvenir. Thierry, s'il te plaît. La voix de Valérie s'est brisée légèrement. Ce n'est plus juste à propos de nous. J'ai d'autres investisseurs, des gens qui m'ont fait confiance. Mes parents ont hypothéqué leur maison pour ça. Nicolas a mis 8 millions. Le bail du bureau, l'équipement, les salaires du personnel, tout dépend de ce capital que tu as promis. Je me suis tourné pour lui faire face et pour la première fois de la soirée, j'ai laissé mes vraies émotions paraître. Capital ? Que j'ai promis ? Soyons très clairs sur quelque chose, Valérie. Je n'ai rien promis. J'ai fait un investissement dépendant de certaines conditions à remplir. Tu as violé ces conditions. Par conséquent, l'investissement a été rappelé. C'est tout à fait légal et clairement souligné dans les documents que tu as signés. Quelles conditions a exigé Valérie ? Il n'y avait pas de conditions. C'était un accord d'investissement standard. Page 47, sous-section 12, ai-je dit calmement. L'investissement reste valide à condition que l'actionnaire principal maintienne un intérêt fiduciaire exempt de conflit d'intérêts, de violations éthiques ou d'abus de confiance qui compromettraient l'intégrité du cabinet. Ta liaison avec Nicolas Cross, qui est aussi un investisseur, constitue un conflit d'intérêts massif. Ton utilisation de mon capital d'investissement tout en planifiant de divorcer de moi constitue un abus de confiance. Par conséquent, le contrat est nul et l'investissement est rappelé. Le visage de Valérie est devenu blanc. Tu savais tout ce temps ? Tu savais pour Nicolas ? Je sais depuis 18 mois, ai-je répondu. Depuis la première chambre d'hôtel à Lyon pendant la fusion Carmichael. Je suis au courant de chaque dîner, chaque escapade le week-end, chaque mensonge que tu as raconté tout en planifiant ta stratégie de sortie. Je sais tout, Valérie. J'ai juste attendu que tu aies construit quelque chose qui vaille la peine d'être détruit avant de te l'enlever. Elle s'est effondrée sur mon canapé, ses jambes n'étant apparemment plus capables de supporter son poids. Mais l'argent de mes parents, l'investissement de Nicolas. Tu détruis la vie de gens innocents. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Nicolas Cross est innocent ? L'homme qui a détourné le fonds fiduciaire de son père pour t'impressionner ? L'homme qui est actuellement en train de recevoir les papiers du divorce de sa femme de 25 ans ? L'homme dont la carrière juridique est sur le point d'imploser quand le barreau de Paris recevra la documentation de ses violations éthiques demain matin. Ce Nicolas Cross ? Valérie m'a regardé avec horreur. Tu as envoyé de la documentation au barreau.
J'ai envoyé de la documentation à tous ceux qui avaient besoin de la voir. Le comité d'éthique de Mercier et Blanc, le barreau, la femme de Nicolas, qui soit dit en passant a déjà demandé le divorce et gelé tous les biens matrimoniaux, ce qui inclut ces 8 millions qu'il a investis dans ton cabinet. Oh, et j'ai aussi notifié les administrateurs du fonds fiduciaire de son détournement de fonds. Nicolas risque des poursuites pénales, Valérie. Mais bien sûr, parlons des gens innocents. C'est de la folie, Thierry, a chuchoté Valérie. Tu détruis tout parce que je ne t'aime plus. Je me suis accroupi devant elle, la regardant droit dans les yeux. Non, Valérie, je t'apprends que les actes ont des conséquences. Tu n'as pas juste cessé de m'aimer. Tu as planifié une trahison élaborée, utilisé mon argent pour financer ton évasion, tu m'as humilié devant tes collègues, et tu as pensé que tu pourrais t'en tirer sans égratignure. Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de respect, d'intégrité, et du principe fondamental qu'on ne peut pas utiliser quelqu'un puis le jeter sans faire face à aucune conséquence. Mon téléphone a vibré avec un autre appel entrant. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et vu que c'était Charles Bertrand de chez Mercier et Blanc. J'ai répondu sur haut-parleur. Thierry, a dit Charles, sa voix tendue par une colère à peine contrôlée. Nicolas Cross a été licencié avec effet immédiat. Nous avons également mené un examen de la situation de Castier et Associés, et je dois vous informer que Mercier et Blanc retirera son engagement de partenariat avec le cabinet. Compte tenu des complications éthiques qui ont émergé, nous ne pouvons pas associer notre nom à cette entreprise. Je comprends tout à fait, Charles, ai-je répondu, regardant le visage de Valérie s'effondrer alors qu'elle entendait son ancien cabinet retirer son soutien. Merci de gérer cela avec autant de professionnalisme. Après avoir raccroché, Valérie m'a juste fixé. Tu as tout détruit, a-t-elle dit. Le cabinet, la carrière de Nicolas, ma réputation, tout ce pour quoi j'ai travaillé est parti. Non, ai-je corrigé doucement. Tu as tout détruit quand tu as décidé que la trahison était une stratégie commerciale acceptable. J'ai juste fait en sorte que tu ne puisses pas en profiter. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, a demandé Valérie, les larmes commençant à couler sur son visage. J'ai du personnel qui dépend de moi. J'ai des créanciers qui attendent d'être payés. J'ai un bail sur des bureaux que je ne peux pas payer sans ton investissement. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Paris. Tu es une femme intelligente, Valérie, l'une des plus intelligentes que j'ai connues. Débrouille-toi comme je l'ai fait quand j'ai commencé avec rien. Construis quelque chose de vrai, quelque chose de mérité, quelque chose qui ne dépend pas du mensonge, de la tricherie et de l'utilisation des gens qui t'aiment. Thierry, s'il te plaît, donne-moi juste quelque chose. N'importe quoi. Mes parents vont perdre leur maison si ce cabinet échoue. Je me suis retourné pour lui faire face. Tes parents peuvent contacter mon avocat. Je structurerai un plan de remboursement pour leur investissement qui protège leur maison, mais c'est parce qu'ils sont innocents dans tout ça, Valérie. Ils ont cru en toi, ont soutenu ton rêve, et ne méritent pas de souffrir parce que leur fille a choisi d'être impitoyable. Mais toi, tu n'auras rien de moi à part la leçon que tu aurais dû apprendre il y a longtemps. Le caractère compte plus que l'ambition, et l'intégrité n'est pas optionnelle. Valérie a quitté mon appartement à 23h23. Son costume coûteux froissé, son maquillage ruiné, sa vie entière en ruine. J'ai regardé depuis ma fenêtre alors qu'elle montait dans sa voiture et s'éloignait, se dirigeant probablement pour expliquer à ses investisseurs et à son personnel comment tout s'était effondré en une seule soirée. Le lendemain matin, mon téléphone explosait toujours d'appels et de messages. L'avocat de Nicolas Cross essayant de négocier une sorte d'accord. Les parents de Valérie me remerciant pour le plan de remboursement tout en pleurant sur les choix de leur fille. Divers investisseurs de Castier et Associés essayant de comprendre comment ils avaient tout perdu du jour au lendemain. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais il y a eu un appel que j'ai pris, celui de Sébastien, mon fils de mon premier mariage. Il avait entendu dire par la bande ce qui s'était passé et appelait pour prendre de mes nouvelles. « Papa », a dit Sébastien quand j'ai répondu. « Maman m'a parlé de Valérie. »« Ça va ? » ?»« Je vais mieux que bien, lui ai-je dit honnêtement. »« Je suis libre. »« Tu as vraiment retiré 20 millions en une seule nuit. »« Chaque centime, ai-je confirmé. »« Et je le referai sans hésiter. » Sébastien est resté silencieux un moment. « Tu sais ce qui est fou, papa ? La plupart des gens qualifieraient ce que tu as fait de cruel ou vindicatif, mais de là où je suis assis,
ça ressemble à la justice. Il avait raison. Bien sûr, ce n'était pas une question de vengeance ou de cruauté. C'était une question de conséquence, de s'assurer que les gens qui pensent pouvoir utiliser et jeter les autres sans répercussion apprennent que le monde ne fonctionne pas ainsi. Valérie avait passé des mois à planifier sa sortie, utilisant mes ressources pour construire son rêve tout en se préparant à m'humilier publiquement. Elle avait parié que je serais trop faible ou trop amoureux pour riposter. Elle avait mal parié. 6 mois plus tard, j'ai croisé Valérie à une conférence juridique. Elle travaillait comme collaboratrice dans un cabinet de taille moyenne, reconstruisant sa carrière à partir de zéro après l'effondrement spectaculaire de Castier et Associés. Nicolas Cross avait été radié du barreau et faisait face à des accusations criminelles. Sa femme avait tout pris lors du divorce, y compris la maison, les voitures et les fonds d'études des enfants. Valérie paraissait plus mince, plus vieille, comme si les 6 derniers mois l'avaient vieilli d'une décennie. Quand elle m'a vu, elle n'a pas approché ni essayé de parler. Elle a juste hoché la tête une fois, une reconnaissance d'histoire partagée et de destruction mutuelle. J'ai hoché la tête en retour et je suis parti. Il n'y avait plus rien à dire. Elle avait appris sa leçon. J'avais avancé dans ma vie et le monde s'était rééquilibré comme il le fait toujours quand vous refusez de laisser les gens vous traiter comme un objet jetable. C'est le truc quand on est sous-estimé. Les gens pensent que le calme signifie la faiblesse. Ils pensent que la gentillesse signifie qu'on peut vous marcher dessus. Ils pensent que le silence signifie que vous ne remarquez pas ce qui se passe. Mais parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce est silencieuse parce qu'elle a 3 coups d'avance. Planifiant des mouvements que vous ne verrez pas venir avant qu'il ne soit trop tard pour les arrêter. Valérie m'a appelé un mari d'essai à cette fête. Elle avait raison d'une certaine manière. J'étais un essai pour ce qui arrive quand vous confondez la gentillesse avec la faiblesse et la générosité avec la stupidité. Elle m'a testé et elle a échoué. Et en échouant, elle a perdu tout ce pour quoi elle avait travaillé.